Lancement ce lundi par le Premier ministre de la toute première édition de la Semaine des marques du Mali. L'événement organisé par le CEMAPI, le Centre malien de promotion de la propriété intellectuelle, vise à faire mieux connaître les marques maliennes et inciter les populations à consommer local. Rencontre entre le ministre de l'Industrie et du Commerce et les membres de la commission de négociation de la reprise des actions détenues par COVEC dans le capital social de la Comatex SA. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la relance de la compagnie. Ouverture ce lundi à New York aux États-Unis des travaux de la session annuelle 2022 de la Commission de la condition de la femme. La ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille à la tête d'une délégation porte la voix du Mali à cette 66e session qui portera notamment sur l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et filles dans le cadre des politiques et programmes relatifs au changement climatique. Le monde a célébré le 10 mars dernier la journée mondiale du rein qui sensibilise chacun de nous à prendre soin de cet organe. Dans le numéro Focus Santé de cette édition, nous proposons le reportage d'une de nos équipes qui a passé une journée avec Sana Nantoumé, un dialysé qui souffre d'insuffisance rénale chronique. Merci de rester sur ORTM1. Bonsoir et bienvenue au journal. Le Mali célèbre ses marques durant une semaine. Elles seront présentées au public pour mieux faire connaître ces produits des Maliens et les inciter à consommer le local. L'événement organisé par le Centre malien de promotion de la propriété intellectuelle va contribuer à booster l'économie du pays et développer les activités de toutes ces personnes qui font de la créativité leur métier. C'était sous la présidence du Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga. Reportage Salimata Daou, Aboukone. Le Mali n'est pas un manque de marques. Il y en a beaucoup d'ailleurs. La preuve, pour le concours des meilleures marques initié à l'occasion de la Semaine des marques, le jury a recensé 75 postulants. À cet événement, qui est à sa première édition, les entreprises seront plus visibles et seront édifiées sur l'importance de l'utilisation de la propriété industrielle. À travers l'événement, l'organisateur entend mobiliser les Maliens à consommer le Made in Mali. Derrière une marque, il y a une identité qu'il faut protéger et qui permet vraiment de sécuriser le patrimoine d'une entreprise. Donc l'objectif de cette semaine, c'était vraiment de célébrer les marques maliennes, montrer tous les efforts que font ces entreprises derrière en termes de création d'emplois, en termes de création de richesses, en soutien à notre économie. La marque, c'est un outil de conquête des marchés pour les entreprises et qu'elles doivent en faire un outil précieux en termes de communication, en termes de marketing pour vraiment acquérir beaucoup de marchés et de clientèle. Mesdames et messieurs les opérateurs économiques, je voudrais saisir cette opportunité pour vous inviter et vous exhorter à engager au niveau de la CEMAPI les démarches nécessaires en vue de la protection de vos actifs, des propriétés industrielles. Cela avec un objectif, entre autres, de vous prévenir des risques et dangers de contrefaçon, de la piraterie et de la pratique de concurrence déloyale. Une marque compétitive, un outil de conquête de marché. C'est le thème de cette première édition, à l'occasion de laquelle le ministre en charge de l'Industrie et du Commerce dira que la promotion du Made in Mali doit être soutenue. La semaine sera marquée notamment par la compétition et l'exposition des marques dans les grandes artères de la capitale. Des caravanes de promotion et de sensibilisation, des journées de portes ouvertes, des panels, des ateliers de formation, des animations et jeux concours à l'endroit du public, des émissions télé et radiodiffusion, j'en passe. Cette célébration offre l'opportunité de mettre en exergue un défi propre à notre contexte et aux enjeux de l'ère, celui de la promotion de Made in Mali. Grand consommateur du Made in Mali, surtout les produits vestimentaires, le chef du gouvernement, Dr Shogel Kokala Maïga, a une fois de plus rappelé la nécessité de valoriser ce que nous produisons. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, je me réjouis de la protection et l'exploitation des marques. Que donc la protection et l'exploitation des marques soient pour vous un élément clé de votre politique commerciale, comme en témoigne votre forte mobilisation autour de cet événement. Cela s'illustre notamment par la croissance des dépôts nationaux de demandes de titres de propriété industrielle qui ont atteint de 2016 à nos jours 1055 marques déposées, plaçant notre pays dans le top 5 des gros déposants
de l'espace OAPI regroupant 17 États membres. Le respect de l'application des principes de la propriété intellectuelle dans un environnement juridique favorable à la protection de la créativité et aussi des investissements est un facteur pouvant contribuer à assainir la concurrence sur le marché et améliorer le climat des affaires. Mesdames et Messieurs, les magistrats et représentants des structures en charge de la répression économique, c'est l'occasion pour moi de vous féliciter pour les efforts incessants que vous menez au quotidien dans le cadre de la sécurisation des marques et de la lutte contre le phénomène de la contrefaçon qui représente de véritables dangers pour notre économie et la santé de nos populations. Je vous exhorte donc à redoubler d'efforts, à renforcer vos actions dans ce sens afin de garantir la sécurité des consommateurs maliens. Au CICB, où se tient la rencontre, des stands d'exposition sont installés pour édifier davantage les Maliens sur les marques. Les meilleurs seront primés en fin de semaine dans différentes catégories. Voilà, nous reviendrons sur cette première semaine des marques dans cette édition avec Bouakar Bablé Touré. Dans le cadre de la relance de la Comatex SA, la compagnie malienne des textiles, le ministre de l'Industrie et du Commerce a rencontré les membres de la commission de négociation de la reprise des actions détenues par COVEC dans le capital social de la compagnie. Créée par décision du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, la commission agit en tant qu'organe technique et de conseil du ministre. Caribou Pérou. Le ministre de l'Industrie et du Commerce multiplie les initiatives pour accélérer le processus de redémarrage des activités de la compagnie malienne des textiles Comatex en hibernation depuis des années. Au plan financier, les retards des salaires des travailleurs de la Comatex s'élèvent à la somme de 380 377 683 francs CFA pour l'ensemble des travailleurs qui disposent d'un numéro de compte bancaire. Le ministre de l'Industrie et du Commerce invite au nom du gouvernement les travailleurs n'ayant pas de compte bancaire à prendre les dispositions pour ouvrir des comptes afin de bénéficier de l'appui gouvernemental pour un montant de 219 622 317 francs CFA. Le ministre Mahmoud Ould Mohamed a souligné au passage qu'à la date du 17 février 2022, le ministre de l'Économie et des Finances a mis à la disposition de son département la somme de 600 millions de francs CFA pour le paiement de 6 mois de salaire des travailleurs de la Comatex pour la période d'août 2020 à janvier 2021. Au plan relance, le ministre de l'Industrie et du Commerce a saisi par correspondance en novembre 2021 la société COVEC afin qu'elle procède à la remise de ses actions aux francs symboliques conformément à leur engagement antérieur. Pour ce faire, le ministre Mahmoud Ould Mohamed a adressé une correspondance à son collègue en charge des domaines de l'État pour une évaluation. La commission technique ainsi mise en place est chargée de l'évaluation de la Comatex. C'est à la suite de cette évaluation, le ministre Mahmoud Ould Mohamed travaillera avec la partie chinoise afin de signer la lettre de cessation des actions aux francs symboliques qui est le préalable pour la relance de la compagnie malienne des textiles Comatex. Une nouvelle filière verra bientôt le jour au sein de l'Université des sciences techniques et technologies de Bamako. La formation sera sanctionnée par un master en gestion des risques de catastrophes. Le projet permet d'acquérir des connaissances académiques et de sensibiliser sur les risques et catastrophes. La signature de convention tripartite a eu lieu ce lundi à Bamako en présence de 3 membres du gouvernement, compte rendu Mohamed Kaintao. Ce nouveau partenariat sur la mise en place des masters en gestion des risques et des catastrophes permet de réduire les risques des catastrophes et développer une culture de résilience des communautés. L'initiative du ministère de la Sécurité et de la Protection civile se tient dans un contexte marqué par les inondations, les sécheresses, les vents violents et les conflits armés en Afrique et au Mali. Cette signature de convention de partenariat entre l'USTTB, la Direction générale de la protection civile et l'École de maintien de la paix à Aline-Blandanébé est donc un pas important pour la formation et la contribution au développement des ressources humaines. Ce projet financé par le Fonds vert pour le climat et la Banque mondiale est d'un apport significatif dans le cadre de la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national, accord de Paris sur le climat et de la stratégie nationale d'adaptation au changement climatique.
Le renforcement des capacités de résilience des communautés vulnérables aux conséquences des catastrophes nécessite des ressources humaines appropriées. Conscient de la nécessité d'adapter l'enseignement universitaire aux besoins de la société pour contribuer à résoudre ces problèmes, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique encourage la création de tels centres de recherche spécialisés qui contribueront à l'innovation de notre système universitaire. Le ministère en charge de la sécurité, qui est l'initiateur du projet, définit ses axes prioritaires. Pour ce qui est des priorités numéro 2 et 3, à savoir améliorer la connaissance des risques et renforcer les systèmes d'alerte et instaurer une culture de la sécurité et de la résilience, la sensibilisation aux risques, le gouvernement du Mali vient de franchir un pas important dans la dématérialisation de ces indicateurs à travers ce projet de master en gestion des risques de catastrophe. Je voudrais ici saluer l'engagement d'un partenaire clé, la Banque mondiale, dont les ressources vont permettre le démarrage effectif du présent master à travers le projet de renforcement de la résilience climatique au Mali, Hydromed Mali. Pour le secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants, cette nouvelle filière devra permettre au Mali de disposer des cadres valables pour la gestion des catastrophes naturelles. Quant au directeur général de l'école de maintien de la paix, Alinou Blondenebe, il trouve que ce partenariat renforce le rayonnement de la filière sur la scène nationale et internationale. Les différentes parties sont donc appelées à jouer leur partition pour la concrétisation du projet. Ouverture ce lundi à New York aux États-Unis des travaux de la session annuelle 2022 de la Commission de la condition de la femme. La ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille à la tête d'une délégation porte la voix du Mali à cette 66e session qui portera notamment sur l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et filles dans le cadre des politiques et programmes relatifs au changement climatique. Envoyé spécial à New York, Barakissa Ouattara, Mamadou Sidibé. Ce lundi, à la tribune des Nations Unies, la cause des femmes est fortement défendue. Les représentants des États membres, des organisations de la société civile et des entités des Nations Unies sont réunis pour la 66e session de la Commission de la condition de la femme. Cet organe intergouvernemental mondial dédié exclusivement à la promotion de l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes met en lumière la situation réelle vécue par les femmes dans le monde entier. Et les incidences négatives des changements climatiques ont des retombées sur l'ensemble de la société, mais en particulier sur les femmes et les filles, sur la pauvreté, la santé et la moyenne subsistance. Ces retombées sont les plus fortes pour les femmes rurales, les femmes et les filles rurales et autochtones. Je voudrais m'engager au nom d'Afrique du Sud pour son appui et sa solidarité avec les femmes et les filles dans les zones de conflit. Cette année, la session aborde l'une des questions les plus pressantes. Il s'agit de la crise climatique, la pollution associée à la pandémie du Covid-19 ainsi que les répercussions des conflits armés dont les femmes et les filles sont les premières victimes. Partout, ce sont les femmes et les filles qui font face aux plus grandes menaces et subissent les préjudices les plus graves. Partout, les femmes et les filles passent à l'action pour lutter contre les crises climatiques et environnementales. Et partout, les femmes et les filles continuent d'être largement exclues des lieux de prise de décision. Les femmes et les filles qui vivent dans les petites nations insulaires, les pays les moins avancés et les zones de conflit sont les plus touchés. Durant 2 semaines, les participants feront le point sur les progrès accomplis et s'accorderont sur les prochaines actions. Le Mali est représenté par sa ministre en charge de la promotion de la femme, Wadjidje Founé Coulibaly, qui se fera entendre mercredi sur la condition de la femme au Mali. L'impact de l'embargo sur l'effectivité des droits des femmes au Mali était au centre d'une conférence débat organisée par la Commission nationale des droits de l'homme. Les responsables de la CNDH, à travers l'exercice, entendent attirer l'attention des autorités sur les difficultés que rencontrent les femmes pendant cette période. Moribo Mariko. Le 8 mars est connu pour être la journée internationale des droits de la femme. À la CNDH cette année, plus qu'un prétexte, c'est une opportunité saisie pour mettre sur la table un des sujets de préoccupation de la gente féminine. Il s'agit de l'impact de l'embargo sur les droits de la femme au Mali. Nous avons choisi la thématique de l'impact des sanctions de la CEDEAO sur les droits de la femme. Et quand nous prenons le panier de la ménagère, ça c'est récent plutôt au niveau des femmes.
Quand nous parlons de l'autonomisation des femmes, c'est les femmes qui mènent des petites activités rémunératrices des revenus. Donc l'embargo, c'est récent à ce niveau également. Et la fermeture des frontières, vous savez, il y a beaucoup de femmes qui sont opératrices économiques, qui font des affaires entre les différents pays. Donc tout cela constitue des conséquences graves de l'embargo sur les droits des femmes. L'objectif de la CNDH par cet exercice est d'attirer l'attention des autorités sur cette question et par-delà sur la situation de la femme de façon générale. Il n'y a pas de doute, la refondation ne peut se faire sans les femmes. Le retour de la sécurité ne peut se faire sans les femmes, car elles en sont le moteur. Une journée ne saurait suffire pour célébrer la femme. Nous devons tous continuer à la célébrer chaque jour jusqu'à ce qu'elle soit considérée et traitée comme ayant les mêmes droits que n'importe quel autre être humain. Cette conférence débat marque aussi les points de départ d'une vaste opération de collecte de données sur les violences basées sur les genres dans les 6 communes de Bamako. Une façon aussi pour la Commission de contribuer à la réduction du phénomène par l'adoption par exemple d'une loi spécifique les pénalisant. Troisième édition de la Journée internationale des mathématiques à l'Université des sciences techniques et technologiques de Bamako. La commémoration de cette journée vise à mettre en évidence le rôle fondamental joué par les sciences mathématiques dans la réalisation des objectifs de développement durable. Compte rendu Inaba. Célébrée chaque année le 14 mars, la Journée internationale des mathématiques, communément appelée P-Day, vise à mettre l'accent sur l'importance des maths au quotidien. Les mathématiques permettent de faire face aux défis dans des domaines tels que le changement climatique, l'énergie, le développement durable et l'intelligence artificielle. Les pays qui affichent un taux de croissance important sont aussi ceux qui ont d'énormes progrès dans l'éducation et en particulier dans les domaines des sciences, des techniques, l'ingénierie et les mathématiques. On note généralement les STIM. Alors on peut citer l'exemple de la Chine et de l'Inde, qui forment chaque année des millions d'ingénieurs et de chercheurs. Autrefois, les maths étaient réservées aux garçons. De nos jours, les filles s'y intéressent aussi, à l'image de Aminata Traoré, étudiante à la faculté des sciences techniques de Bamako, la seule fille dans une classe de licence mathématique. Ça a commencé avec mon père. Depuis toute petite, il m'enseignait les maths et il me disait que on est dans un pays sous-développé. Donc si je voulais contribuer au développement de mon pays, je devais faire quelque chose de bénéfique pour moi et pour la population. Et au Mali, il y a très peu de personnes, de filles en général, donc j'ai choisi les maths. Pour cette 3e édition, le thème retenu est « Les mathématiques unissent », un thème pour montrer que tout le monde peut se retrouver dans les maths. Ce thème s'inscrit dans le cadre de l'année internationale des sciences fondamentales pour l'atteinte des objectifs du développement durable. J'ai vraiment un appel vibrant à l'endroit des jeunes et aux autorités d'orienter les jeunes vers cette filière qui est vraiment porteuse. On a vraiment besoin de mathématiciens, on a vraiment besoin de matheux pour le développement socio-économique de notre pays. La journée des maths a été proclamée le 14 mars 2019 lors de la 40e session de l'UNESCO. Elle tire son nom de P-Day en référence à pi égale à 3,14, soit le 14 troisième mois. Un magasin de la centrale thermique DDM SA, 6 à Dar Salam à Bamako, a pris feu hier soir aux environs de 19h. Aussitôt informés, des responsables de la société accompagnés de ceux de la protection civile et de la police nationale sont arrivés sur le terrain. Que s'est-il réellement passé? Réponse avec le directeur général DDM SA, Oumar Diara, interrogé par Suleiman Sidibé. Aux environs de 19h, nous avons été informés par nos collaborateurs qui travaillent à la centrale de Dar Salam qu'un incendie est en cours sur l'aire de stockage de certains de nos stocks. En l'occurrence, il s'agit du stock de tourées de câbles, donc pour le branchement et pour le réseau, et de quelques transformateurs qui étaient stockés sur cette aire-là. Donc c'est cette aire de stockage qui a pris feu. Alors il est vrai que l'incendie fut très spectaculaire. Et elle a été assez vite d'ailleurs maîtrisée par les sapeurs-pompiers, que je salue ici pour leur courage, pour leur intervention rapide et leur intervention décisive.
L'incendie n'a pas touché en effet la centrale de Dar Salam. Des mesures conservatoires avaient été prises par les agents sur place au niveau de la centrale pour isoler la centrale, pour isoler nos cuves de stockage de combustible qui n'étaient pas loin du lieu de l'incendie. Mais nos installations n'ont pas été touchées. Toutefois, donc quelques perturbations peuvent être observées sur le réseau, mais de façon générale, il n'y aura pas d'impact plus que ça sur la desserte en énergie. La Caisse malienne de sécurité sociale ouvre ses portes aux veuves. En une matinée, les visiteuses ont approfondi leurs connaissances sur la pension de réversion. Une façon pour les organisateurs de la journée d'apporter leur contribution à la promotion des droits de la femme. Aoma Kamara. Bienvenue à la Caisse malienne de sécurité sociale, la porte ouverte pour accueillir les veuves qui ont droit à l'information sur la liquidation de leur pension de réversion. Une pension égale à 50% de la retraite de base dont le conjoint ou l'ex-conjoint bénéficiait ou aurait pu bénéficier. Un véritable cadre d'apprentissage avec un fil conducteur, celui de contribuer à la promotion des droits des femmes. La direction générale de la CMSS s'est toujours investie pour permettre aux veuves d'accéder à leurs droits à la pension de réversion qui leur revient de droit. C'est l'occasion pour nous de rendre un vibrant hommage à notre présidente d'honneur, à l'époque directrice générale de la CMSS. De 1960 à nos jours, que de chemin parcouru. Des réformes ont été envisagées, à savoir la mise en place d'un mécanisme de délai de traitement des dossiers, l'informatisation des données archivées et la pension avec des supports de paiement. Aujourd'hui, la Caisse présente donc un nouveau visage. L'aboutissement de ces réformes a engendré les résultats, à savoir le paiement de la pension par la CRM en avril 2004 avec support informatisé appelé bulletin, la mensualisation de la pension, l'instauration d'un cadre d'échange permanent avec les associations des retraités, FENAR et ACVGM. Cette journée porte ouverte a été mise à profit pour rendre également hommage aux femmes qui se sont succédées à la tête de la CMSS avec mention spéciale à Djemine Toussangare. Pour le ministre de la Santé, ces acquis sont le fruit d'un travail d'équipe. À rester dans le train de la transition, à être des passagères, même des pilotes du train de la transition. Courage à toutes les femmes et restons mobilisés, restons engagés pour le Mali nouveau. Dans le domaine de la santé et du développement social, nous avons un chantier important qui est attendu par tous les Maliens. Il s'agit de la couverture maladie universelle ou du régime de l'assurance maladie universelle. La Caisse malienne de sécurité sociale joue pleinement son rôle d'organisme de sécurité sociale sous la responsabilité des autorités de la transition. Ces autorités qui ont appelé à plus de cohésion et de solidarité pour atteindre les objectifs visés. Dans les brèves nationales ce soir, les réactions dans plusieurs localités du pays des Maliens qui ont manifesté leur soutien aux autorités de la transition. Il sera aussi question de remise de matériel au lycée Cabral de Serouf, entre autres sujets. Commentaire de Drissa Koné. Le président du mouvement Iraoulo debout sur les remparts et son équipe étaient ce samedi à Oussoubi-Diagna dans le cercle de Bafoulabé. Au cours d'un meeting de soutien à la transition, Adama Diarra a expliqué aux populations de la localité le courage et le patriotisme du président de la transition, colonel Assimi Goïta. C'est un message de soutien au courage patriotique du président Assimi Goïta et de toutes les autorités de la transition. C'est pour dire que c'est le peuple dans son entièreté qui est debout sur les remparts sous le leadership du président Assimi Goïta pour le Mali croix dont nous rêvons tous. Ce n'est même plus un rêve, mais aujourd'hui c'est un combat qui est porté par le peuple malien dans sa majorité écrasante. Le collectif pour la refondation du Mali, Korima, a organisé ce samedi un meeting à Sikasso. La charte de la transition, les défis à relever sont entre autres points abordés. C'est de sensibiliser la population sur les problèmes réels qui provoquent au Mali actuellement, de leur expliquer pourquoi il y a une incompréhension entre le Mali et la CEDEAO sur certaines choses, et puis de les expliquer comment Korima fonctionne et ce que veut dire la refondation même du Mali.
Autre soutien de taille aux autorités de la transition, la plateforme des femmes leaders de Tombouctou et de Taoudini pour la paix et la réconciliation. Elles l'ont fait savoir au cours d'un grand rassemblement à l'Institut des hautes études et de recherche, Ahmed Baba. Considérant l'engagement des femmes leaders des régions de Tombouctou et Taoudini pour le développement socio-économique et culturel des dites régions, s'engage à soutenir sans faille et accompagner de bonne foi le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, à accompagner le gouvernement de la transition pour la refondation du Mali. L'amicale des anciens élèves du lycée Cabral à Ségou, ex-lycée régional, a remis des équipements aux 10 lycées. Coût total de la donation, plus de 15 millions de francs CFA. Je suis très ému que 40 ans, 50 ans après avoir passé le lycée et qu'on se retrouve ce matin pour faire l'éloge d'une cohorte de jeunes filles et de jeunes garçons qui ont bien voulu investir dans leur propre école. Le concours entre les élèves coraniques venant de plusieurs localités du pays a connu son épilogue hier au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. L'événement organisé par la Ligue des prédicateurs au Mali, LIPMA, vise à susciter le goût de la lecture du Saint-Coran chez les apprenants. C'est d'abord la bonne lecture du Saint-Coran, la bonne mémorisation du Saint-Coran, le bon comportement sur les bases de la civilisation islamique et des concepts religieux islamiques, et en plus la bonne conduite, et en plus tout ce qui a trait à notre civilisation qui est la religion basée sur la religion musulmane. Actualité dans nos régions, toujours à Djamou, dans la région de Caille, à la société d'exploitation des mines d'or de Sadiola, la CEMOS SA vient de remettre officiellement à la population des projets sociaux réalisés à plus de 130 millions de francs CFA au titre de l'année 2021. Les responsables de la société veulent ainsi contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations de la commune. Benobo Fofana. Toujours au chevet des communautés, la société d'exploitation des mines d'or de Sadiola, CEMOS SA, vient de respecter une fois de plus la tradition en réalisant des projets sociaux au bénéfice de la population de Djamou, commune de Sadiola. Pour la réalisation de ces projets sociaux, la CEMOS SA a injecté plus de 130 millions de nos francs. Les projets sociaux réalisés par la CEMOS SA dans la commune de Djamou au titre de l'année 2021 se répartissent comme suit. L'achat et la livraison d'une ambulance médicalisée, les travaux de rénovation du terrain de football de Djamou, clôture et hangar, la construction du mur de clôture de l'école fondamentale du village de Tamasetou et de l'école fondamentale de Bouyaba de Djamou, la réhabilitation de la radio communautaire de Djamou. Madame la directrice, depuis quelques années, votre société ne cesse de réaliser des infrastructures sociaux de base à l'endroit de nos populations. Aux populations bénéficiaires impactées par l'exploitation minière, ces projets réalisés par la CEMOS doivent être utilisés judicieusement selon le représentant du gouverneur de la région. Quand on essaie de prendre les réalisations, on saura que les attentes de la population ont été vues et réalisées. Notons que pour le bien-être des communautés hôtes de ces mines, la société d'exploitation des mines d'or de Sadiola ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Rencontre ce lundi à Koutiala entre les producteurs de coton et le mandataire judiciaire de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton. Il s'agit à travers cette rencontre d'aplanir les divergences nées des dernières élections au sein de l'Union. Envoyé spécial Mamadou Fani, Seydou Sissoko. Cette mission du mandataire judiciaire de la Confédération des sociétés coopératives de producteurs de coton à Koutiala vise à informer et à sensibiliser les cotonculteurs sur le rôle du mandataire. Il s'agit par cette rencontre de créer un climat apaisé avant la tenue des élections transparentes de l'Union. Je crois que la nécessité d'élections libres et transparentes ne fait plus de doute pour le secteur du coton. Les cotonculteurs représentent une frange importante de la population malienne, surtout des producteurs. Et il faut bien qu'ils soient représentés au plus haut niveau par des personnes qu'ils ont eux-mêmes librement et démocratiquement choisies. Les différents producteurs de Koutiala ont, au cours des échanges avec le mandataire, demandé des éclaircissements sur la reprise des élections, ce qui fut fait par le mandataire à la satisfaction des producteurs. Nous, les cotonculteurs, on attendait ça
pour améliorer la situation de notre production. Beaucoup de coopératives ne sont pas en règle. Il faut qu'on se mette en règle pour préparer l'élection. Vous avez vu l'engouement qui était dans la salle vis-à-vis des producteurs. Tout le monde était content parce qu'on avait la soif d'entendre ce que le mandataire va nous dire. Et ce qui a été entendu, vraiment, nous, on est satisfaits. Les questions posées laissent apparaître clairement toutes les attentes que les producteurs ont de ces élections futures-là. Et nous espérons qu'avec leur participation, on pourra aboutir à des résultats satisfaisants pour le monde paysan. À l'issue de ces différentes missions, nous avons une task force qui va se réunir à Sélingué, où nous allons rédiger les conditions de participation, les critères d'éligibilité et le chronogramme électoral. À l'issue de cette rencontre, les producteurs ont réaffirmé leur adhésion pour de nouvelles élections. Au compte de la première édition de la semaine des marques, les marques SAPEC, Diago et Fofi sont les nominés du concours de cette semaine des marques dans la catégorie de meilleures marques de produits. Ces trois entreprises évoluent dans des domaines divers et variés. Elles se réjouissent toutes de cette nomination qui est pour elles une marque de confiance du consommateur malien. Bokar Babletouré. Elles sont trois entreprises nominées dans la catégorie de meilleures marques de produits. C'est à l'issue de la semaine des marques maliennes et étrangères implantées au Mali. Il s'agit d'abord de la fabrique SAPEC, implantée depuis 2005 dans notre pays et emploie environ 200 personnes. La philosophie, en tout cas, de notre entreprise, c'est d'abord la qualité. Si on est nominé, ça veut dire que je pense que le public reconnaît dans nos produits une certaine qualité. Et on n'a pas intérêt à ce que ça change. Si on gagne, ça sera une récompense pour nous. Ça veut dire que la qualité a été reconnue. Et on aura tout intérêt donc à maintenir cette qualité-là. Et surtout trouver un bon rapport qualité-prix pour le public. Ensuite, comme nominé, le groupe AMI à travers son eau minérale Diago, une marque made in Mali qui a vu le jour dans les années 1996 et compte en son sein près de 600 employés. C'est le travail qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Moi, je suis très fier de cette marque parce qu'aujourd'hui, nous avons été la première eau minérale au Mali à être certifiée ISO 9001 et on tend aujourd'hui vers ISO 22000, c'est-à-dire ISO produit. Et ce qui est très rare en Afrique, pas seulement au Mali, mais en Afrique. Donc nous n'allons pas baisser les bras. Enfin, Fofi Industrie, reconnue dans la fabrique de mousse au Mali, elle évolue désormais dans beaucoup d'autres domaines, selon les besoins exprimés par la clientèle. Créée il y a de cela 32 ans, cette entreprise malienne emploie aujourd'hui plus d'une soixantaine de personnes. Le secret qui se cache derrière, c'est la volonté de toujours aller de l'avant, la volonté de toujours satisfaire le client. Nous demandons à tous nos clients, tous ceux qui apprécient, qui aiment les produits Fofi, de voter pour Fofi afin qu'on cherche à aller de l'avant afin de nous aider à atteindre cet objectif. Cette distinction, au dire des représentants de ces entreprises nominées, est une marque de confiance des Maliens envers les produits locaux. Elle est aussi une source de motivation pour ces entreprises pour mettre l'accent sur la qualité face à une clientèle de plus en plus exigeante. Rideau sur la 9e édition du Festival international d'Idadi de Bougouni. Cette édition, comme les précédentes, a été une réussite sans incident majeur selon les organisateurs. Ils se réjouissent également de l'engouement autour de l'initiative tout au long des 3 jours de festivités. Fousseni Tunkara, Djabate. La mobilisation est le premier pari gagné de la 9e édition du Festival d'Idadi de Bougouni. Sur le plancher, près d'une quarantaine d'artistes se sont succédés durant les 3 jours. Au plan économique, quelques 200 exposants se sont bien frottés les mains, affirmation venant d'eux-mêmes. Il est à noter également que cette édition 2022 a créé plus de 450 emplois temporaires. Dans le domaine de la sécurité, toutes les forces de sécurité de la région ont été mobilisées et soutenues par les sociétés privées. Le festival d'Idadi Nef, c'était aussi des visites touristiques qui ont permis aux festivaliers de découvrir les Grenguedingue, un abri de survie qui servait autrefois de cachette pour les populations vulnérables lors des batailles. Pour le promoteur du Festi d'Idadi, ces prouesses sont à l'actif des festivaliers qui croient à l'initiative depuis 2014, mais aussi aux natifs de Bougouni qui attachent du prix à ce rendez-vous culturel. Aujourd'hui, le festival d'Idadi est devenu un festival en droit de haute porte. C'est un sentiment de fierté et un sentiment de reconnaissance aux promoteurs du festival. On ne s'attendait pas à une réussite pareille. Donc cela démontre encore l'envie des Maliens de se divertir, l'envie des Maliens de sortir du quotidien
et l'envie des Maliens aussi d'aller vers leur culture. Ému et émerveillé de cette semaine de joie et de partage dans sa région, le général de brigade Keba Sangare a lancé un message à la jeunesse malienne. On n'a rien sans peine. Et pour être heureux à un point, il faut s'ouvrir jusqu'au même point. De comprendre qu'aujourd'hui, cette situation que nous vivons n'est pas une fin en soi. Comme j'ai dit, c'est dans le malheur qu'on retrouve la vraie noblesse d'un homme. Qu'il se batte encore jour et nuit et nous allons réussir. Les yeux sont désormais braqués sur la prochaine édition, la 10e et celle de la maturité que les organisateurs entendent célébrer avec faste et avec beaucoup d'innovation. Problématique de la gestion des déchets à Bamako. 5 ministres du gouvernement étaient autour du Premier ministre cet après-midi pour parler du sujet. Plusieurs décisions ont été prises pour que Bamako redevienne coquette. Il a été également question du contrat d'Ozone Mali. On en saura davantage dans le reportage complet de Khadija Toukone dans nos éditions de demain. Parlons santé à présent, point Covid de cette édition. Sur 809 tests réalisés par les services de santé ce lundi 14 mars, on dénombre 3 cas positifs, 10 personnes guéries et 0 décès. À ce jour, 36 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Le monde a célébré le 10 mars dernier la journée mondiale du rein qui sensibilise chacun de nous à prendre soin de cet organe. Dans ce numéro Focus Santé, nous proposons le reportage d'une de nos équipes qui a passé une journée avec Sana Nantoumé, un dialysé qui souffre d'insuffisance rénale chronique. Baraki Sawatara, Karunga Konate. Nous sommes samedi, un jour ordinaire pour beaucoup, mais spécial pour Sana Nantoumé. Depuis 2019, les mercredis et samedis sont ses jours de dialyse. Quand je suis venu à Bamako, j'ai fait le premier bilan à l'hôpital du Mali. Donc c'est de là-bas qu'on a constaté que la créatinine est trop élevée. Ils disent d'aller à la néphrologie au point G. Donc quand on est parti au point G, on nous a accueillis là-bas. Après, ils m'ont dit que ce n'est plus possible de traiter comme ça. Et la solution finale, ça sera la dialyse. Non loin de chez lui se trouve la grande famille où il se rend chaque fois avant d'aller à l'hôpital. Cette même famille qui l'a accueilli à son arrivée de Sévaré pour le traitement et qui a été d'un grand soutien pour lui. Il a commencé les premières séances de dialyse au point G et maintenant il continue au niveau de Gavardou à Sévénokoro. Et depuis maintenant pratiquement 3 ans. Ça a été un choc pour nous tous au début, d'apprendre qu'il a la maladie des reins et qu'il faut des dialyses. Bon, lui-même, ça a été un choc, mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde fait avec. Il est 7 heures. Nantoumé, comme toujours, va se faire accompagner par un cousin. Quelques 30 minutes suffisent pour arriver à destination. Un peu en retard, Nantoumé va devoir suivre le rang en attendant qu'ait fini le tour des patients arrivés un peu plus tôt. Sur le rang, je suis la 3e personne, donc je suis rassuré que j'aurai au moins, je serai dans les 3 premières personnes qui seront branchées en 2e tour. Il n'y a pas beaucoup de machines et le nombre de personnes qui doivent être dialysées par jour est déjà programmé. Donc souvent il y a des pannes de machines. Donc si on ne vient pas vite, tu peux venir pour 4 heures de dialyse et te trouver pour 8 heures. Quelques minutes plus tard, l'infirmier passe à l'appel en suivant l'ordre d'arrivée des patients. Heureusement, Nantoumé fait partie des 3 premières personnes. Pendant qu'il s'installe, Ayouba Mahamadou Maïga, lui, vient de terminer. Il est sous dialyse depuis 15 ans et c'est lui le président de l'association des dialysés de cet hôpital. Je me sens mieux aujourd'hui précisément parce que souvent quand je termine la dialyse, je sens des palpitations, mais aujourd'hui, paradoxalement, je me sens très mieux. Une fois dans la salle, la première étape consiste à se faire peser. Avec cette procédure, notre patient va déterminer le nombre de kilos qu'il doit perdre. Ces kilos en trop correspondent aux déchets et au surplus d'eau accumulés depuis la dernière séance
tout ce que ces reins n'ont donc pas pu éliminer par eux-mêmes. L'infirmier Oumar Diarra est celui qui va s'occuper de notre patient. Il prend d'abord sa tension artérielle, procède ensuite au branchement en ponctionnant la fistule à l'aide d'aiguilles spécifiques. Celles-ci sont fixées de manière à ce qu'elles restent en place pendant toute la séance. Bon, maintenant, je commence le branchement. Ça est sorti ici. Ça va directement dans la machine. Ça suit le circuit. Ça, c'est le dialysat. L'épuration, là, ça se passe ici. C'est ici là que l'eau et puis le sang là va se retrouver. C'est ces filtres qui jouent donc le rôle de son rein et éliminent les déchets contenus dans le sang. Une fois épuré, il emprunte un autre tuyau et retourne dans le corps du patient. Ça, c'est le produit qui va permettre que le sang ne se coagule pas dans la machine pendant les 4 heures. Là. Si on ne met pas ça, pendant les 4 heures, le sang va se coaguler dans la machine. C'est des anticoagulants. Pour rappel, la dialyse nécessite une courte intervention chirurgicale pour préparer les vaisseaux sanguins à bien supporter la filtration du sang par la machine. En 4 heures, la machine reproduit tout ce que les reins auraient dû faire en quelques jours. La fatigue s'élit sur le visage de notre patient. Ça va dans l'ensemble. C'est mieux que quand je venais, mais je me sens un peu fatigué, mais ça va passer. Ils m'ont retiré 3 kg 300. Je ne peux que me sentir un peu lésé, plus que le moment où je venais. À la fin de la dialyse, l'infirmier passe au processus de débranchement et recouvre les points de ponction avec un pansement. Après chaque séance, on doit désinfecter la machine. On va mettre la machine en désinfection. Donc la désinfection, ça doit durer à peu près 30 minutes comme ça. De 29 à 30 minutes. Donc maintenant, je vais faire l'émoussage de la fave. Bon, je vais enlever les aiguilles là et puis faire en sorte que le sang là, pour arrêter le sang. Père de 3 enfants et enseignant de formation, Sana Nantoumé s'est habitué au fil des années à cette routine qu'il avait du mal à accepter. Au début, quand on me disait que la dernière solution c'était la dialyse, j'ai fait plus de 3 nuits sans pouvoir dormir. Et je n'étais pas d'accord pour pouvoir faire la dialyse parce que je ne m'imaginais pas dans cette situation. Bon, Dieu seul sait pourquoi il m'a infligé ça. Et je l'accepte volontiers. Voilà donc ce que vivent tous les dialysés au moins 2 fois dans la semaine. Ce sort réservé aux insuffisants rénaux est pour le moment leur seul moyen de survie. Mais le meilleur traitement reste un bon entourage et un bon soutien familial. Voilà, c'était donc le sujet Focus Santé sur le dialysé Sana Nantoumé avec Barakissa Ouattara. C'est l'essentiel de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.